Votre rendez-vous du dimanche matin qui vous aide à comprendre, à analyser, à décrypter l'actualité de la semaine avec nos intervenants. Galia Ackerman, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. François Hesbourg, géopolitologue. Paul Thibault, la revue Esprit, nous l'attendons. Et Ariel Schwab, conseillère à la communication. Nous parlerons du 10e anniversaire de l'attentat de Toulouse, des commémorations aujourd'hui en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et de deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Édition consacrée aussi à la situation en Ukraine, l'avancée des troupes russes, la résistance des villes occupées, la poursuite de l'exil des réfugiés. Et on va commencer par là. Galia Ackerman, bonjour. Merci. Alors, on vous voit, mais on vous entend pas encore, mais ça va. Eh ben, voilà. Si vous et pouviez... maintenant Et maintenant, on vous voit très bien et on voit un globe autour de vous. Donc, il n'y a pas de souci. Nous sommes au 25e jour de guerre en Ukraine. La situation empire. On parle d'un anéantissement de Mariupol, d'un enfer à ciel ouvert, des bombardements de tous côtés, par air, par terre, par mer. On entre dans la 4e semaine. La guerre peut encore se poursuivre longtemps, Galia Ackerman? Ça dépend des moyens que les Russes emploient. Maintenant, ils ont employé, par exemple, un missile supersonique qui, en plus, a une trajectoire qu'il est impossible de deviner, une trajectoire aléatoire, donc pour bombarder un dépôt souterrain d'armes. Je pense que jusque-là, les Russes ont réservé plutôt les armements traditionnels à l'Ukraine parce que ça, c'est quelque chose qui ne leur coûte pas trop cher. Des missiles du type Kinjal, poignard en français, certainement sont très coûteux et donc je pense qu'ils n'en ont pas en grande quantité comme toutes les nouvelles armes dont Poutine et son régime se sont vantés ces dernières années. Mais comme la progression de l'armée russe s'enlise à cause de l'acharnement des Ukrainiens qui défendent leur terre, leur maison et leur famille, je pense que Poutine a peut-être décidé maintenant de recourir aux grands moyens. Donc, je ne peux pas prédire combien de temps cela durera. Et surtout, je pense qu'ils n'ont pas du tout prévu de s'occuper des citoyens dans les territoires déjà occupés. Moi, j'ai lu ce matin un témoignage provenant de Kherson, donc la ville au sud, pas loin d'ailleurs de Mariupol, qui a été occupée. Toute la région de Kherson est occupée. Mais, par exemple, il n'y a plus de médicaments du tout parce que le lien avec l'Ukraine est rompu et bien sûr les militaires russes ne pensent pas apporter des médicaments pourtant nécessaires comme l'insuline aux populations. Donc, comment ils comptent gérer, si j'ose dire, les régions occupées, ça défie tout simplement l'imagination. Et vous savez, à propos de Mariupol, voilà, de ces nouvelles frappes, moi je voudrais tout simplement préciser que le prétexte qui a été évoqué pendant des années par les Russes, qu'ils veulent défendre les russophones de l'Ukraine qui auraient été maltraités par les Ukrainiens, est bien sûr un prétexte totalement faux parce que tout le sud et l'est de l'Ukraine sont russophones. Or, Mariupol, entièrement russophone, a été transformé en une ville martyre. Les bombardements à Kharkiv continuent. Kherson a été aussi lourdement endommagé, etc. Donc, c'est tout simplement
une guerre malheureusement classique de conquête du territoire ennemi. Il n'y a aucune autre raison. Alors on parle de crimes de guerre, Zelensky en a parlé ce matin, et il y a des journalistes auxquels il faut rendre hommage d'ailleurs, qui documentent ces crimes et qui constituent des dossiers, Galia. Oui, je pense que c'est une chose très importante. Je sais que tout est filmé aujourd'hui et que ces vidéos atteignent ensuite, sont centralisées. Bien sûr, tôt ou tard, il y aura un tribunal, voire plusieurs tribunaux pour ces crimes de guerre, même si on n'arrive pas à trouver à chaque fois les vrais responsables de cela. Mais vous savez, ce que font les Russes, ça peut produire tôt ou tard réellement une sorte de nouveau Nuremberg. Alors François Hesbourg, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial à l'Institut d'études stratégiques basé à Londres, et vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui vient de paraître qui s'appelle « Retour de la guerre ». C'est un titre prémonitoire. Oui, malheureusement, lorsque je l'ai écrit, je n'avais pas en vue spécifiquement ce conflit-là, mais malheureusement, il correspond à peu près exactement au phénomène, à l'un des phénomènes que je décris dans ces livres, c'est-à-dire le retour de la guerre entre États, dotés d'armées régulières, comme on disait naguère, et ceci en Europe même. Nous y sommes. Et ce qui vient d'être décrit est tout à fait exact. Poutine, précisément parce que ses troupes sont engluées, parce que la résistance ukrainienne avait été très fortement sous-estimée, Poutine se sent obligé de monter en gamme dans la violence, dans l'horreur, dans le fait de traiter les civils non pas comme des dégâts collatéraux, mais comme des objectifs, ce qui a été le cas à Mariupol. Ça, c'est, j'allais dire, la phase actuelle. L'affaire du missile hypersonique, le Kinjal, bon, en soi, elle n'est pas plus grave, entre guillemets, qu'autre chose. Des tas de missiles Iskander, par exemple, ont été utilisés par les Russes pendant cette campagne. Mais c'est le premier emploi opérationnel de ce type d'engin. Il n'y en a pas eu jusque-là. Il semblerait qu'il ait marché. Et c'est bien entendu un symbole du processus d'escalade, puisque le Kinjal est à double capacité, conventionnelle ou nucléaire. On voit aussi beaucoup de signes en ce moment au niveau de la guerre de l'information russe sur le thème « Les Ukrainiens vont utiliser du chimique, les Ukrainiens vont utiliser du chimique ». Et en général, ça prépare l'inverse. Voilà, ça prépare l'exact inverse. Donc, il faut s'attendre à ce que ce conflit devienne encore plus important, d'où d'ailleurs l'importance du travail en matière de poursuite des criminels de guerre, non pas parce qu'on pourra obtenir une justice rapide, ce ne sera généralement pas le cas, comme on le sait sous d'autres cieux, ça peut prendre des dizaines et des dizaines d'années, mais le fait que les responsables et les soldats russes soient très directement prévenus, qu'ils sont personnellement tenus pour responsables, ça peut décourager certaines ardeurs. Quant à les trouver, certaines unités russes n'hésitent pas à afficher leur provenance. À Mariupol, la principale source de vidéos en ce moment, c'est le régiment Kadyrov. Comme son nom l'indique, c'est un régiment tchétchène. Alors, ils se mettent en scène carrément. Ils se mettent carrément en scène. On voit l'incrustation sur l'écran. Elle est parfois effacée sur nos télévisions. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce serait quand même assez intelligent de montrer qui est responsable des scènes qui sont filmées. Et les Russes, il y a un régiment tchétchène et 2 bataillons tchétchènes qui dénazifient l'Ukraine en ce moment. C'est bien d'utiliser des djihadistes pour dénazifier. Alors, Zelensky a parlé devant le Congrès américain, il a parlé devant le Bundestag et il parlera mercredi prochain devant l'Assemblée nationale. C'est un appel désespéré qui semble avoir été quand même
entendu, puisque Joe Biden a qualifié pour la première fois Poutine de criminel de guerre, c'est un tournant pour les Américains ou pas? Écoutez, Biden avait déjà, il y a un an, qualifié Poutine de killer, de tueur. Et comme dirait l'autre, ce genre de propos n'est pas forcément très utile. Ce n'est pas ça qui va enlever à Poutine l'envie de monter en gamme dans l'escalade. Ce n'est visiblement pas ça qui l'a dissuadé d'entrer en Ukraine. Et au contraire, Joe Biden ferait mieux de livrer les armes que les États-Unis promettent de livrer, notamment les fameux avions de chasse, qui ne livrent pas alors que le droit international le permet. On n'est pas du tout sur un registre de co-belligérance là. Mais Biden a choisi de pas le faire parce que ça pourrait être perçu comme une provocation par Poutine. Donc on utilise de grands mots vis-à-vis de Poutine et des moyens qui pourraient être plus importants. Et pour l'instant, c'est Poutine qui rythme la montée de l'escalade militaire en Ukraine. C'est lui qui a l'initiative, malgré tous les malheurs de son armée. Malheur profond. Hein. L'armée russe a perdu plus de chars d'assaut en Ukraine en 3 semaines qu'il n'y a de chars d'assaut dans toute l'armée française. C'est intéressant comme statistique. Alors, c'est peut-être aussi une façon de dire qu'on n'a pas suffisamment de chars d'assaut. Mais quand même, ça fait beaucoup. Ariel Schwab. Je pense qu'on est encore tous à la fois sonnés par cette guerre qu'au fond, peu de gens ne pouvaient prévoir, nonobstant le titre de votre livre. Et par cette double sensation d'être à la fois spectateur et potentiellement menacé. Donc, en fait, je pense que il y a vraiment cette guerre résonne quand même très 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 particulièrement et très différemment des autres pour nous citoyens français pour différentes raisons. D'abord parce que c'est une guerre qui est géographiquement proche et donc qui est une menace potentielle pour des pays frontaliers de l'Ukraine et frontaliers de la France aussi. D'autre part, il faut reconnaître qu'il y a une identification qui s'opère entre nous et les Ukrainiens, parce que ils sont proches de l'Europe, d'une certaine manière ils nous ressemblent. Il faut reconnaître que les histoires personnelles et collectives qu'on lit sur la situation des villes qui sont assiégées, de tous ces déplacés, a une force qui nous secoue tout particulièrement du fait de cette identification. On va en reparler d'ailleurs sur le sujet Sandler et des tueries de Toulouse dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, parce que je pense que il faut avoir en tête dans la manière de gérer la mobilisation des gens et l'affect et la capacité à parler des drames qui se passent aujourd'hui ou qui ont pu se passer il y a 10 ans, il faut prendre en compte des mécaniques humaines qui font que plus on s'identifie et plus on se sent personnellement menacé, c'est heureux ou c'est malheureux, mais c'est ainsi, plus on est mobilisé et tendu vers les drames qui se déroulent. Et donc, effectivement, en Ukraine, c'est proche. On est potentiellement plus loin sur la liste d'attente de la menace de Poutine. Les gens nous ressemblent, ils ont des vies avant cette guerre qui ressemblent aux nôtres, et donc ça crée de l'identification. Et je rajouterais, puisqu'on est quand même sur Radio J, qu'il y a une histoire avec une résonance toute particulière avec l'Ukraine aujourd'hui, qui est liée d'abord à cet héritage. D'abord à des lieux, ouais, parce qu'on parle de Kherson. Moi, Kherson, c'est la ville de naissance voilà. de mon beau-père. Mais on parle de Berditchev, c'est un berceau du judaïsme. On parle d'Odessa, c'est Isaac Babel, c'est Vassili Grossman. Tout ça se mélange. Et on peut ajouter à ça le fait qu'il y a encore si peu de temps, en septembre dernier, se tenaient les commémorations des 80 ans du massacre de Babi Yar à Kiev. Il se trouve que j'y étais d'ailleurs.
d'ailleurs, on en a parlé récemment, vous nous aviez invité pour en parler. On ajoute aussi le fait que Zelensky est en train de devenir un héros de notre temps. Il est juif, il est issu d'une famille de rescapés de la Shoah par balle en Ukraine. Donc tout ça crée, il faut le reconnaître, et j'en fais complètement partie, un bouleversement tout particulier à l'égard de ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, il faut le dire aussi, une mobilisation à l'échelle de la France en général, et spécifiquement aussi de la communauté juive, pour essayer de faire ce qu'on peut faire vu d'ici. C'est-à-dire, essayer de comprendre et de lire, évidemment, parce qu'on est... Il y a eu l'appel aux dons des institutions juives, l'appel à participer aux manifestations. Les manifestations, l'accueil des réfugiés, des appels aux dons, une organisation communautaire et individuelle aussi pour accueillir les réfugiés. Enfin, il y a, dans la mesure de ce qui est possible de faire, en tout cas, une mobilisation proche de ce bouleversement qu'on vit tous. François Hesbault. Oui, tout ceci est, j'allais dire, juste et bon. Mais il faut que chacun ait bien en tête que nous n'avons vu que le début de l'amorce de besoins en matière de dons. Il y a eu 3 millions de personnes jetées sur les routes de l'Exode. Ça aussi, c'est un élément d'identification pour les Français. C'est lorsque l'on voit des millions de gens, entre guillemets, comme nous, qui sont poussés sur les routes, même pour les gens comme moi qui sont nés bien après les événements de 1940, on se projette. Mais il faut savoir que les 3 millions qui sont arrivés, jusqu'à présent, ce sont des gens à peu près bien portants, et qui ont souvent de la famille, qui ont des points d'accroche. C'est ce qui va suivre, qui va être beaucoup plus dur. Ils sont plus nombreux, en très mauvais état, souvent, physique ou psychique. Et là, gérer la compassion, parce qu'il en faut de la compassion, là, pour le coup, et l'aide, ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus lourd à porter que ça n'a été le cas jusqu'à présent. Donc, il faut s'inscrire, il faut inscrire ces campagnes d'aide et de dons dans la durée. Il ne faut pas donner l'impression aux gens que, j'allais dire, c'est un petit peu comme pour la chute de Ceausescu. Pendant 3 jours, on a apporté des vêtements dans les églises roumaines ou que sais-je, et puis tout ça, c'était fini. Là, non, on est au tout début d'un processus. Alors, je salue notre ami Paul Thibault, ancien directeur de la revue Esprit, qui nous a rejoint. J'imagine que vous avez eu des difficultés, mais ça, j'en témoigne. J'ai eu la même chose. Paris est devenu, que voulez-vous. Merci à Madame Hidalgo, qui sera néanmoins tout à l'heure à Toulouse pour participer au 10e anniversaire de l'attentat de l'école Ozar Hatorah. Alors, si vous pouvez rapprocher le micro, Paul Thibault, moi j'aimerais bien vous entendre sur ce que vous écrivez cette semaine dans le Figaro, une tribune intitulée « Le moment ukrainien des Européens ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends par là qu'il y a une émotion qui a saisi l'ensemble de l'Europe. Et c'est une chose relativement nouvelle. Moi, j'ai bien connu le moment polonais. C'était essentiellement Solidarność. Solidarność. C'était une émotion française, très particulièrement, si vous voulez. Là, tout d'un coup, ça prend d'un bout à l'autre, si vous voulez. Je ne sais pas si on est de l'Angleterre, parce qu'avec eux, ils sont spéciaux, hein. Mais en tout cas, tous les autres, c'est extrêmement clair. Alors, donc c'est quelque chose de tout à fait important, mais le problème, c'est de savoir, vous le disiez tout de suite, c'est que l'émotion perdure et qu'elle s'enracine et qu'elle devienne un projet. Alors, de ce côté-là, moi j'étais très déçu par le sommet de Versailles, où il ne s'est strictement rien passé, si vous voulez, et je crains que les gens qui nous gouvernent n'aient pas idée de ce qu'il faudrait faire. Alors, je continue. On a quelque chose qui va durer.
parce que la surprise pour Poutine, ça a été le peu d'efficacité de son armée, et par contre la résistance enracinée, répandue des Ukrainiens, si vous voulez. Alors, quels Ukrainiens, etc., ça, on peut pas chiffrer, mais de toute façon, il y a une résistance et il aura de la peine à s'en sortir, si vous voulez. Bon, alors, le problème pour les Européens, c'est de ne pas se contenter de condamnations morales, mais de prendre la situation en main, si vous voulez. Poutine, d'un certain côté, il a perdu la main. Il est en train de la perdre. Et il ne peut la retrouver que à la longue, si vous voulez. Bon, alors c'est sa stratégie, d'ailleurs, qui a été très bien expliquée par Françoise Thom, notamment, je ne sais pas où. J'ai trouvé ça à propos de la Géorgie. On fait une petite incrustation de russisme, si vous voulez, dans la Géorgie. Il y a un côté simplement, ces pays ne sont pas complètement délimités et complètement assis sur leur propre fondement. Donc on peut s'implanter, et on s'implante. Et au bout d'un certain temps, les Européens qui commençaient par râler, par protester, par parler de sanctions, sinon imposer des sanctions, ils passent à autre chose. Et à ce moment-là, on capitalise le bout qu'on a pris. Jusqu'à la prochaine fois. Alors, on va parler de ça parce que il y a aussi l'aspect Poutine. On va marquer une pause et le 4K revient dans un instant. Le 4K politique revient avec Galia Ackerman, Ariel Schwab, François Hesbourg et Paul Thibault. On a parlé à l'instant de Solidarność. C'est vrai que on a abusé de l'analyse psychologique à propos de Poutine. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est paranoïaque? En écartant le fait que, comme avec Solidarność en Pologne, tout mouvement vers la démocratie à sa frontière fait dresser Vladimir Poutine. Mais on revient sur l'Europe avec vous, ce que disait Paul Thibault, François Hesbourg. Vous n'êtes pas totalement en accord avec ça. Je ne suis pas en total accord pour une raison assez simple, c'est que je pense qu'il est faux de dire que les dirigeants politiques ne perçoivent pas l'immense gravité de ce qui est en train de se passer. Et c'est même plutôt le problème inverse que nous avons. Et ceci particulièrement à Washington, à Paris et à Londres. Ce conflit se fait sur une toile de fond nucléaire. Et croyez-moi que si l'homme ou la femme de la rue a une sourde inquiétude par rapport à ce conflit, c'est évidemment aussi parce qu'il y a le spectre, entre guillemets, de la guerre mondiale, pour simplifier les choses à l'excès. Je ne pense pas que le président Macron, le président Biden minimise ou ignore l'importance de ce qui se passe. C'est exactement le contraire qui se passe. C'est bien le risque de l'escalade dans lequel nous sommes, avec un président Poutine dont les armées sont engluées et qui est visiblement un homme, pour diverses raisons, qui est pressé. Et donc, quelle est l'issue dans ce cas-là? Soit vous déclarez forfait, je ne pense pas que ce soit dans le genre de la maison, soit vous escaladez. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai souligné l'affaire du tir du Kinjal avant-hier, pardon, non pas parce qu'il était intrinsèquement plus destructeur qu'une autre arme, mais à cause de sa généalogie et de sa nouveauté. Le président Poutine, lui, a su faire de cette dimension potentiellement nucléaire du conflit un atout pour maîtriser l'escalade. Il impose, lui, sa règle du jeu. On propose d'envoyer des avions de chasse que les Ukrainiens connaissent, MiG ou des Sukhoi de Pologne et d'ailleurs. C'est permis en droit international,
C'est pas du tout il n'y a pas du tout de problème de co-belligérance. Et pourtant, à la fin des fins, le président américain dit non. Non, parce que ça pourrait provoquer l'escalade. Alors, je ne me moque pas. La notion qu'il puisse y avoir recours à l'arme nucléaire par la Russie sur le territoire de l'Ukraine, lorsque vous voyez les images de destruction de Mariupol, oui, c'est effrayant. C'est totalement effrayant. Donc ce n'est pas... nous sommes tétanisés, non pas parce que nous ignorons l'importance du conflit, nous sommes tétanisés parce que c'est de la nitroglycérine, si je puis dire. Nous manions de la dynamite. Quand Le Drian se trouve face à Poutine il y a quelque temps, il y a Poutine qui lui rappelle que la Russie est une puissance nucléaire. La seule réponse de Le Drian, c'est de dire « Oui, nous aussi ». Chaud devant, comme on dit. Hein. Ça ne facilite pas, c'est le moins que l'on puisse dire, la gestion de cette terrible conflit. Alors, Paul Thibault, vous répondez, et en même temps, parce que dans votre article au Figaro, vous aviez l'air de considérer que le fait que Emmanuel Macron continue à appeler Poutine, c'est pas nécessairement... Bon, il explique qu'il faut laisser un canal ouvert. Il a raison de laisser un canal ouvert? Il a raison de laisser un canal ouvert. Simplement, il faut pas qu'on nous fasse prendre ça comme pour une politique, si vous voulez, parce que là, notre politique est quand même, me semble-t-il, centrée trop étroitement. Il s'agit ou bien de faire pression sur Macron, sur Poutine, en particulier à travers les économies qu'on va faire sur le gaz, la consommation de gaz, Dieu veuille, si vous voulez, et puis de l'autre côté par les discours, si vous voulez, comprenez, le canal ouvert. Alors que je crois que l'Europe, puisqu'elle a la main d'un certain côté dans cette affaire, devrait se centrer autour de quelles propositions faire pour mettre fin au conflit. Si vous voulez. C'est ça le point qui serait important. Si vous voulez. Alors, on va laisser un peu de temps quand même pour parler du 10e anniversaire de l'attentat de Toulouse, mais d'abord un tour de table rapide. Comment vous percevez les effets de la guerre en Ukraine sur la campagne électorale pour les présidentielles en France? On est forcé de poser la question. Ariel Schwab. Alors, lié à la guerre en Ukraine et à d'autres choses, effectivement, on revient à un schéma de deuxième tour qui ressemble à celui qu'on envisageait il y a bien longtemps, avant l'arrivée tonitruante notamment d'Éric Zemmour. Donc on parle de plus en plus d'un duel Macron-Le Pen très installé. Ce qui est sûr, c'est que la guerre a rajouté un élément d'incertitude très fort et forcément une mécanique de rapatriement vers les forces en présence et vers Emmanuel Macron qui est aux manettes. On pourrait imaginer qu'effectivement il y ait plus de forces européennes pour faire face à Poutine, mais en tout cas il est aux affaires et très probablement évidemment ce qui se passe en Ukraine joue sur le fait sur une augmentation de la confiance vis-à-vis des forces en présence sur le terrain politique. Voilà, ça c'est assez clair. Il y a peut-être aussi, et on peut s'en réjouir, une conséquence du fait de dire absolument n'importe quoi pour Éric Zemmour depuis des mois sur énormément de choses, et en particulier d'ailleurs notamment sur l'enterrement des victimes de la tuerie de Toulouse. On y reviendra aussi, mais on peut imaginer, on peut espérer aussi qu'il soit sanctionné pour ses prévisions et ses alliances avec la Russie de Poutine. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon paye un prix un peu moins fort pour avoir dit quand même à peu près la même chose et avoir tenu à peu près les mêmes alliances, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, c'est peut-être la bêtise de trop, pour parler poliment, d'Éric Zemmour sur les prévisions de la guerre et le fait de qualifier cette potentialité d'attaque russe comme étant complètement improbable. Voilà. Alors, je me tourne vers... Vous êtes encore avec nous, Galia Kerman? Oui. Oui, vous voulez dire un mot là-dessus, les effets sur la campagne électorale, les effets de la guerre en Ukraine?
c'est très difficile en fait de faire une campagne électorale quand on est en très grande incertitude par rapport à ce que l'avenir nous prépare. Vous savez, on fait comme si de rien n'était, comme si on était compatissant, mais en même temps, pour l'instant, ça ne nous touche pas trop, sauf l'arrivée des réfugiés. Mais il est tout à fait vrai que Poutine, maintenant, n'a pas d'autre issue pratiquement que la fuite en avant, c'est-à-dire il a déjà été annoncé. Vous savez, il y avait avant-hier le grand meeting à Moscou avec plus de 200 000 personnes où Poutine a parlé. Et c'était intéressant d'écouter tout ce meeting-concert parce que ce qu'on y disait, c'est que pratiquement l'Ukraine avait déjà été déclarée par les propagandistes de ce régime comme vaincue et comme faisant désormais partie de la future nouvelle Union soviétique. Il faut dire que c'est ce discours-là et que le peuple ukrainien va faire partie de cette nouvelle très grande Russie ensemble avec des Russes et des Biélorusses. Moi, j'en déduis qu'il ira jusqu'au bout. Si c'est pas par les moyens conventionnels, il peut utiliser bien sûr une bombe atomique. Et c'était ce que le général Desportes a déjà prédit il y a un moment. Et qu'est-ce qui va se passer après? Dieu seul le sait. Voilà. François Hesbourg. Et donc, quand toute la campagne est totalement plombée par cette incertitude, je dirais existentielle. François Hesbourg. Oui, pour revenir à votre question sur l'impact sur la campagne électorale et les élections, et l'effet de légitimation, l'effet drapeau, comme disent de nos jours les politistes, joue évidemment massivement en faveur du président que l'on a, si je puis dire. Et comme le dit président, paraît agir avec pas mal de doigté et de crédibilité dans ce conflit, et ça rejaillit évidemment sur lui de manière favorable. Et est-ce qu'on peut avoir une campagne normale dans ces conditions? Et je ne suis pas convaincu du contraire, pour une raison très simple, c'est que les effets de la guerre et de la crise sur nos économies et nos sociétés font précisément partie des enjeux électoraux. Donc il y a un carambolage assez naturel entre la crainte de la guerre d'un côté, avec son effet légitimant, et le fait que différents candidats proposent différentes formules pour gérer l'effet économique et social de la guerre sur le pouvoir d'achat, qui est une préoccupation évidemment majeure, et sur les inégalités. Paul Thibault. Oui, bien sûr, la campagne électorale est plombée par ça. Le président en place, qui ne s'est pas déshonoré, qui a été au moins aussi bon que les autres, sinon bien meilleur, il a toute chance d'en bénéficier. Enfin, moi, je considère que c'est une question qui ne m'intéresse plus parce qu'elle est réglée, si vous voulez. Bon, mon vote, c'est une autre affaire. Enfin bon, en tout cas, je voterai pas pour les poutiniens, ça c'est certain. De quelque catégorie qu'ils soient, ou les anciens poutiniens. Vous avez Madame Pécresse qui est pas poutinienne. Elle n'est pas poutinienne. Alors non, mais c'est le problème de Pécresse, c'est qu'elle n'arrive pas à se distinguer de l'autre, enfin de son modèle, comme disait, je sais plus, quelqu'un, on va voter ou bien... Elle a fait une très bonne prestation hier, hein. Elle a fait un meeting qui était très réussi. Si on parle quand même du rapport de la droite au coup de boutoir de Poutine dans la région, on se rappelle quand même qu'une des figures de la résistance à Poutine, ça a quand même été Nicolas Sarkozy, justement dans le cadre de la Géorgie que vous mentionniez. Relativement. Oui, enfin, il a quand même vendu des navires de guerre à la Russie. Non, j'entends bien. Non, mais je parle, pardon. Pas tout à fait rien. Non, mais je suis complètement d'accord. Ce que je veux dire, c'est que cette séquence-là, qui s'est soldée
le hasard, il a eu de la chance, et il y a que cette partie émergée de l'iceberg qui s'est vue, j'entends bien, mais je dis quand même qu'à ce moment-là, il s'est positionné. C'est l'autre chef d'État qu'on a eu dans le passé qui s'est trouvé à se positionner face à Poutine, et de fait quand même à bloquer une avancée jusqu'à Tbilissi dans un rapport de force. C'est en termes d'image et de communication quand même ce qui est paru à ce moment-là. C'est juste pour dire que dans les affiliations... Il a quand même perdu l'élection après. Non, mais j'entends bien. Non, je parle juste... D'accord, mais je parle juste de la continuité dans le rapport, dans les guerres vis-à-vis de Poutine. C'est toujours pareil, ce qu'il a fait, c'est limiter le bénéfice mais j'entends bien. de Poutine. Non, mais je le défends pas. Ensuite, il a vendu du navire de guerre. Enfin, oui. Je veux dire, alors, si nous on vendait des navires de guerre à la Russie, vous avez raison. Moment, on aurait l'air de quoi? Non, mais enfin, j'imagine bien. Ce que je veux dire, c'est dans la mesure où on parle de Pécresse et des affres dans lesquelles elle se débat, c'est important, dans lesquelles elle se débat en termes d'affiliation et d'héritage des différents courants, dont certains courants de droite durs du côté même LR ont un rapport ambivalent à Poutine. Fillon, oui, plus voilà, pas exactement. Ambivalent. Et elle pourrait éventuellement. Non, mais il y a moyen de trouver, y compris chez LR, un héritage de position. En communication, en tout cas en affichage un peu dur. Non, mais de toute façon, je suis pas en train de défendre qui que ce soit. Évidemment, peu importe. Je dis juste que. Alors, puisqu'on parle de Nicolas Sarkozy, vous gardez le micro, Ariel Schwab. C'est le 10e anniversaire de l'attentat de Toulouse où on trouvait la mort à l'école juive de Zarathora, Jonathan Sandler, Ariel Sandler, 5 ans, Myriam Monsonego, 7 ans, Gabriel Sandler, 4 ans. C'était la veille d'une élection présidentielle. Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient décidé d'interrompre la campagne. Vous étiez président de l'UEJF à l'époque? C'était après mon mandat. C'était Jonathan Ayoun qui était président de l'UEJF, le successeur. Mais enfin bon, il faut rendre hommage à ces deux anciens présidents qui ont interrompu, et puis une commémoration a lieu donc cet après-midi à Toulouse en présence du président de la République, du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, de l'ancien président Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il y aura d'ailleurs, pour être complet, demain au Bataclan, une soirée organisée par le CRIF avec Nicolas Sarkozy et François Hollande autour du thème « La France face à l'antisémitisme et à l'islamisme ». C'est une forme de réparation de cette histoire et de la manière dont elle a été traitée et vécue en 2012. Je pense qu'il est très important de revenir sur ce qui s'est passé à ce moment-là et les différentes réactions en 2012. Pour les Juifs en France, ça a été un séisme absolu. Un séisme évidemment parce que après Ilan Halimi, on montait encore d'un cran, si je puis dire, ou enfin en tout cas on était dans des logiques équivalentes qui consistaient à tirer à bout portant sur des enfants dans des écoles simplement au nom du fait qu'ils étaient juifs, mais surtout et probablement encore plus bouleversant dans la durée pour les Juifs en France. On s'est senti très très seul. Et la manifestation qu'il y a eu, je crois qu'il y avait une marche jusqu'à Bastille qui avait été organisée juste dans la foulée des attentats. Il n'y avait quasiment que des juifs individuels ou de la communauté. On a eu un sentiment d'isolement et de solitude et d'incompréhension de la part de nos compatriotes qui était abyssal. Et d'ailleurs, les chiffres de l'ALIA, on s'en rend compte aujourd'hui, et même quand on échange avec les uns et les autres autour de nous qui sont partis en Israël dans la foulée, pour beaucoup d'entre eux, ça a été un déclencheur, et c'est pas seulement la violence qui a été un déclencheur, c'est vraiment la sensation qu'ils n'étaient pas compris dans cette douleur. Et par la suite, d'ailleurs, quand il y a eu à de très nombreuses reprises des interventions dans les médias de politiques, de chroniqueurs, qui dataient le début des attentats islamistes à 2015 et qui n'arrivaient pas à intégrer dans le récit national 2012 comme étant la première date où des Français étaient tués par un islamiste terroriste. Et donc, vraiment, je pense que ça, c'est très important de l'entendre, et qu'au fond, et c'est sans doute aussi pour ça qu'il y a, vous citiez tous les noms des grands de ce monde et de France et de Navarre qui vont se rendre à cette commémoration. Entre-temps, par la force de la douleur de notre destinée, notamment de l'année 2015,
Tout le monde a compris, le destin national et une forme de déciment s'est opéré sur la menace de l'islamisme, du terrorisme et le fait que nous étions tous dans une communauté de destin, tous concernés par cette menace. Et donc le deuil de 2012, a posteriori, devient un deuil national et collectif. Et c'est une forme de réparation. François Hesbourg. Oui, on pensait à l'époque qu'il y avait quand même quelques repères intangibles. La Shoah et la mémoire de la Shoah. Et puis là, c'est passé ce que vous venez de décrire et la réaction plus générale en France. Nous sommes entrés dans un monde où ces repères qui avaient balisé les 60 années depuis la guerre, à l'époque, 60-70 ans, ces repères ont disparu. Nous avons un président russe qui prétend dénazifier un pays dirigé par un juif et où l'équivalent du Rassemblement national en Ukraine a à peu près le tiers des voix que peut avoir le Rassemblement national chez nous. Pour parfaire l'unité historique, comme il dit, entre les peuples russes et ukrainiens, il utilise des régiments et des bataillons tchétchènes qui avaient manifesté contre Charlie en 2015 à Grozny, sous la direction du tortionnaire en chef, Kadyrov. Et les esprits sont totalement déréglés, déboussolés. On est dans une perte de repères qui annonce vraiment rien de bon. Et ce que vous venez de décrire, madame, c'était peut-être quelque part un des prolégomènes de ce processus. C'est très vrai. Dire que c'est dérangeant, c'est totalement insuffisant. Mais moi, j'ai le vertige et j'ai peur devant ça. Paul Thibault. Si vous avez raison, madame, et je pense que vous avez raison, il y a quand même un processus de coagulation, d'intégration de la mémoire juive à la mémoire nationale à travers le Bataclan et au Zaratora. Ça fait un tout pour les gens. Enfin, et en définitive, j'excuserai les abstenants de 2 années précédentes. Ils ont pensé que c'était par hasard, que c'était tombé sur des juifs, si vous voulez, mais que l'enjeu était plus... enfin, il y a eu un peu de ça. Si je veux bien réagir à ça après, parce que il y a un peu de ça. Mais si vous voulez, je pense que si on voulait... Moi, ce qui m'obsède, c'est maintenant, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Et le problème, c'est que c'est notamment quoi faire de l'Europe, puisque l'Europe s'affirme. Bon, alors il y a des processus classiques, c'est l'unité métanationale de plus en plus forte, c'est-à-dire la dilution des nations en Europe. Je n'y crois pas du tout. Le problème, c'est de constituer quelque chose qui soit une forme de mobilisation des nations européennes à travers l'Europe. L'Europe est ce qui peut, pour les peuples d'Europe, montrer des tâches à remplir dans le monde, si vous voulez. Alors, vous avez 1 minute pour conclure. Vous avez le dernier mot. C'était juste pour revenir sur cette sensation et ce qu'il y a de commun entre la mobilisation, peut-être pas à l'échelle des États, moi je parle plutôt à l'échelle des individus, dans la situation de Toulouse et au fond aujourd'hui face à l'Ukraine. Je suis pas sûre que le vécu c'était que c'était le hasard qui avait frappé à Toulouse, mais plutôt mais c'est juste pour reprendre ce mot-là parce que je pense que c'est intéressant, plutôt que la sensation que ça ne les concernait pas parce que ça ne les menaçait pas directement, dans la mesure où à l'époque c'était seulement des juifs du fait qu'ils étaient juifs qui étaient touchés, et que donc effectivement il y a eu une coagulation, comme vous dites, ou une réconciliation du destin sur l'autel de ce drame de Charlie, de l'hypercacher et ensuite du Bataclan. Merci. On en est là. Merci à tous les 4, Galia Ackerman, François Hesbourg, Paul Thibault, Ariel Schwab. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Bon dimanche à tous.